Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La campagne électorale bat son plein en Côte d'Ivoire en vue des législatives du 6 mars prochain. Plus de 1500 candidats sont en lice, dont des jeunes. Leur but, assurer un renouvellement de la classe politique ivoirienne. Hausse du taux d'inflation au Kenya, une hausse recensée par le Bureau national des statistiques. Le taux d'inflation est passé de 5,69% en janvier 2021 à 5,78% le mois suivant. Et enfin, stabiliser la dette publique à 88,6% d'ici 2025-2026, c'est l'objectif affiché par le gouvernement sud-africain. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, une affaire qui continue de faire couler beaucoup d'encre au Sénégal. L'opposant Ousmane Sonko est convoqué ce 3 mars devant le juge d'instruction. Le député doit répondre aux accusations de viol et de menaces de mort dont il fait l'objet. Des accusations formulées par une jeune salariée d'un salon de massage à Dakar qui avait déposé plainte au début du mois de février dernier. L'employé a déjà été entendu par le juge d'instruction. Notons que cette convocation intervient après la levée de l'immunité parlementaire du député par l'Assemblée nationale le 26 février. Une décision parlementaire décriée par le leader du PASTEF qui continue de dénoncer un complot politique. La campagne électorale en vue des élections législatives se poursuit en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de ce scrutin fixé au 6 mars prochain, plus de 1500 candidats sont en lice, dont des jeunes âgés entre 30 et 40 ans. Leur ambition, renouveler la classe politique ivoirienne. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Oliva Jacotan. Ils ont entre 30 et 40 ans, ces jeunes Ivoiriens qui rêvent d'un renouvellement de la classe politique à l'issue des législatives du 6 mars 2021 en Côte d'Ivoire. Titulaires comme suppléants, ils sont plusieurs centaines à descendre dans l'arène politique pour bousculer leurs aînés. C'est le cas de Lazare Bogou et de Lori Joël Nyonka. Ils conduisent dans ce sens une liste indépendante dans la commune de Daloa. Chaque génération a véritablement son temps. Je pense que c'est le nôtre maintenant. Le plus jeune candidat, il a 35 ans. C'est l'occasion aussi de demander à mes frères, aux jeunes frères qui sont moins âgés que nous, de s'impliquer vraiment dans la vie politique. Parce que c'est la politique qui fait changer les choses. Nous devons faire notre temps pour que nos petits frères qui sont derrière nous puissent aussi venir faire leur temps. Mais si nos parents sont encore dans notre temps, à quel moment nous allons nous affirmer? Alors on peut dire que cette élection va sonner la retraite de certains de nos aînés. Taxé de parti conservateur avec un fort penchant pour la classe vieillissante, le PDCI et le RHDP ont réussi l'exploit dans certaines circonscriptions d'aligner des jeunes sur leur liste. C'est le cas d'Augustin Dia Oufoué, petit-fils du président Oufoué, et Nuho Bakayoko, qui défendront les couleurs de leurs différents partis à Yopougon, plus grande circonscription électorale du pays. Ça montre clairement que le changement générationnel, il n'est pas dans la bouche au PDCI, il est dans les actes. Et dans ces actes-là, c'est ma candidature ici à Yopougon. Nous, jeunes Ivoiriens, devons pouvoir prendre toute notre place dans l'arène politique. C'est vrai que nous ne disons pas aux aînés de s'en aller, mais il est important pour nous d'apprendre à leur côté, et puis au fur et à mesure qu'on puisse nous donner toutes nos responsabilités pour pouvoir gérer. En rappel, 255 députés seront élus dans le cadre des législatives de 2021 et formeront la 13e législature du pays depuis 1959. Les législatives ivoiriennes qui représentent parallèlement un enjeu financier important pour les acteurs issus du secteur de l'imprimerie. Ils estiment en effet qu'en période électorale, les imprimeries réalisent entre 30 et 40% de leur chiffre d'affaires. Si en 2020, les tensions autour de la présidentielle n'ont pas permis d'établir un climat propice aux affaires, les imprimeurs s'attendent pour ces législatives à une importante rentrée d'argent. Notre correspondant Oliva Jacotan est allé à leur rencontre. En Côte d'Ivoire, les législatives du 6 mars 2021 ont également un enjeu économique pour les entreprises. Par exemple, cette imprimerie a reçu une commande de 30 000 t-shirts et en a déjà livré 25 000. Des commandes provenant des candidats du parti au pouvoir, de l'opposition et des indépendants. C'est une très bonne période, une période propice pour notre secteur d'activité. Voilà, parce que nous sommes dans la bonneterie, la confection des t-shirts, les impressions diverses, c'est-à-dire les impressions numériques sur support textile et consorts. Et c'est une période où nous sommes vraiment prisés par les acteurs politiques. On a de nombreux clients. Aujourd'hui, on est obligé de refouler certains clients
parce que on a fait le plein. On a atteint nos capacités de production. Les tensions de la présidentielle d'octobre 2020 n'ont pas favorisé la bonne affaire de certaines imprimeries, dont celle-ci. Elle n'a reçu aucune commande durant la dite élection, mais pour ces législatives consensuelles, l'imprimerie a déjà livré 20 000 t-shirts. C'est seulement législatif, c'est encore plus mieux que présidentiel. Présidentiel, c'était fermé, il n'y a pas trop de candidats en fait. Si on veut bien voyer, seulement que deux candidats, parce que les autres sont retirés. Donc ça fait qu'il n'y a pas eu de commande en tant que telle. Les commandes étaient limitées en fait. Voilà. Dans les législatives, au moins, il y a plusieurs candidats. Donc ça fait que nos gens, même si on n'a pas eu pour d'autres personnes, on peut avoir pour d'autres personnes aussi. Voilà. Donc ça fait qu'on n'a pas trop senti. Peut-être que pour municipal, ça sera encore plus mieux. T-shirt, calendrier, fanion, banderoles à l'effigie des partis politiques et des candidats sont entre autres les commandes que reçoivent les imprimeries durant la campagne électorale. Une période dans laquelle ces entreprises réalisent entre 30 et 40% de leur chiffre d'affaires annuel selon les acteurs du secteur. Dans l'actualité également, le transfert de l'opposant nigérien Hama Amadou à la prison de Filingué ce 1er mars. Un transfert qui survient après 72 heures de garde à vue. Les autorités le soupçonnent d'être impliqué dans les violences qui ont éclaté dans le pays après l'annonce des résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle délivrée par la CENI le 23 février dernier. Hama Amadou fait face à une dizaine de chefs d'accusation, parmi eux destruction de biens, complicité dans les manifestations ou encore propos de nature à dresser les citoyens les uns contre les autres. A noter que l'opposant avait soutenu la candidature de Mahaman Ousmane à l'élection présidentielle. La sienne avait été invalidée par la Cour constitutionnelle. Œuvrer en faveur de la paix, c'est l'engagement pris par les communautés Peul et Dogon au Mali qui ont signé le 25 février un accord à Koro dans le centre du pays. L'accord a été signé en présence d'un représentant de l'État. Il pourrait, selon certains experts, favoriser le retour des déplacés dans cette partie du Mali. Marie-Raphaël Antelo. Au Mali, un nouvel accord de paix entre les Peuls et les Dogon a été signé le 25 février à Koro, dans le centre du pays. Paraphé en présence du chef du cabinet du ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion, cet accord a amené plus de 300 leaders communautaires à déposer les armes. Un état de fait qui, de l'avis de certains experts, va favoriser le retour des déplacés dans cette partie du Mali. Ce qui est également important de notifier, c'est que les populations Peul, pour la plupart, se sont senties marginalisées par le fait qu'il y a une absence d'autorité de l'État en vue de préserver leurs biens. Car pour la plupart de ces populations Peul, qui sont des populations qui interviennent dans l'agropastoralisme, des populations dans l'élevage, bien souvent leurs troupeaux étaient l'objet des attaques. Depuis plusieurs années au Mali, il existait des conflits entre les éleveurs Peul nomades du centre du pays et les Peul Dogon. Ces derniers reprochent aux Peul de dévaster leurs champs et de détruire leurs récoltes pour nourrir leur bétail. Néanmoins, des experts précisent que ces heurts seraient causés par la course aux ressources naturelles que les deux parties discutent. Une situation qui a conduit à une escalade des violences avec l'arrivée des mouvements djihadistes dans le nord du Mali en 2012. Donc pour pouvoir alors mettre fin à ce cycle infernal de violence ethno-tribale et de conflits communautaires, il est important aujourd'hui que nous puissions assister au retour de l'État. Il faut réaffirmer l'autorité de l'État dans cette partie du Mali. Il faut rendre la décentralisation réellement effective, sans lesquelles tous les accords de paix qui existent dans ces différentes communautés ne pourront jamais réellement construire le dividende que nous attendons tous, qui est la paix et la stabilité politique du Mali. Notons que cet accord est le 4e accord de paix signé dans cette partie du Mali. Toutefois, c'est le premier à être paraphé en présence des autorités nationales. Par ailleurs, pour faire régner la paix dans la région et dans le pays, certains observateurs appellent également à une négociation avec les groupes armés dans une perspective d'aboutir à un mémorandum de paix. L'actualité, c'est également ce soulagement pour les familles nigérianes. Le gouverneur de l'État de Zamfara, Bello Matawalle, a annoncé ce 2 mars la libération des lycéennes enlevées à la fin du mois de février dernier. Si les autorités évoquaient au départ l'enlèvement de 317 adolescentes, elles sont finalement au nombre de 279. Le gouverneur a par ailleurs indiqué qu'elles sont en bonne santé sans pour autant mentionner les conditions de leur libération. Pour rappel, les lycéennes avaient été enlevées dans la nuit du 25 au
au 26 février alors qu'elles se trouvaient dans leur pensionnat. La police de Zamfara avait indiqué que des hommes armés étaient à l'origine de leur enlèvement. Dans les mémoires collectives, ce kidnapping en a rappelé un autre, celui de 2014 où 276 lycéennes de la localité de Chibok avaient été enlevées par le groupe djihadiste Boko Haram. Le taux d'inflation en hausse au Kenya, il est passé de 5,69% en janvier 2021 à 5,78% en février 2021 selon les données fournies par le Bureau national des statistiques. Parmi les produits concernés par cette hausse, la farine de blé blanche ou encore les tomates. Mildred Diamou. L'inflation sur un an au Kenya est passée à 5,78% en février 2021 contre 5,69% en janvier 2021. Les données du Bureau national des statistiques révèlent que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,70%, passant de 112,576 en janvier à 113,365 en février 2021. La hausse du taux d'inflation au Kenya est d'abord conjoncturelle. Elle a deux principales sources. Une source interne qui est monétaire et une source externe qui dépend des aléas du marché. Le Kenya a habituellement une sécurité de 2, 3, 4 mois pour être capable de faire face à ce risque. Mais ce risque a été latent, ce qui a obligé le pays à jouer sur ses taux d'intérêt ou à jouer sur sa planche à billets, ce qui naturellement crée une inconstance en termes annuels du taux d'inflation. Au cours de la période sous revue, l'indice des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées a augmenté de 1,1%, tandis que les prix du bœuf, de la farine de blé blanche et des tomates a augmenté respectivement de 0,78, 2,7 et 2,1%. L'indice du logement, de l'eau, de l'électricité, du gaz et des autres combustibles a également connu une hausse de 0,43% entre janvier et février 2021, selon les données du Bureau national des statistiques. Le premier verrou à bloquer pour maintenir ce taux d'inflation à un taux raisonnable, c'est de sécuriser la monnaie, c'est de stabiliser le shilling, c'est d'augmenter le stock de sécurité et des réserves du shilling. La meilleure stratégie sera de stocker des devises fortes, mais ceci ne passe que par une diversification des exportations. Le pays doit accroître sa production interne. L'accroissement de sa production interne va nécessairement créer un marché environnant. Cependant, une baisse a été observée dans d'autres produits alimentaires tels que les citrons, les mangues et le maïs. Dans le même temps, l'indice des transports a diminué de 2,33%, principalement en raison d'une hausse des prix à la pompe du diesel et de l'essence de 5,66 et 7,57 respectivement. En Afrique du Sud, le gouvernement ambitionne d'ici 2025-2026 de stabiliser sa dette publique à 88,6%. Une annonce faite par le ministre des Finances, Tito Mboweni, le 24 février dernier devant le Parlement. Pour y parvenir, quelles sont donc les mesures envisagées par le gouvernement? Élément de réponse avec Lorita Simou. En Afrique du Sud, selon le ministre des Finances, Tito Mboweni, le pays veut stabiliser le niveau de sa dette publique à 88,6% d'ici 2025-2026. L'objectif est de réduire progressivement le niveau de la dette publique par rapport au produit intérieur brut. Le niveau élevé de la dette publique augmente le coût des emprunts dans l'ensemble de l'économie. L'augmentation de la dette entraîne une hausse de la fiscalité et de l'incertitude pour l'avenir. Le service de cette dette croissante enlève des ressources qui auraient pu être investies dans les infrastructures et effilocher notre solidarité sociale. Pour l'année 2020-2021, les autorités sud-africaines ont indiqué qu'elles s'attendent à une hausse des recettes budgétaires à 1 350 milliards de rand, soit 25% du produit intérieur brut. Pour l'année 2023-2024, ce chiffre devrait passer à 1 500 milliards de rand. Je pense que les solutions pour préserver son déficit public et sa dette publique est surtout d'avoir une croissance qui soit assez soutenue afin de voter des budgets qui soient à l'équilibre. Donc pour ma part, je pense qu'il faudrait vraiment essayer de limiter les déficits et pour limiter les déficits, il faudra que l'État sud-africain enregistre plus de recettes que de dépenses. Donc il faudra que l'État sud-africain réduise son train de vie, en tout cas, ait une croissance suffisamment forte pour pouvoir obtenir des recettes fiscales
suffisamment élevé pour voter un budget à l'équilibre. Une croissance soutenue aussi est une solution sur le long terme viable pour réduire la dette publique du pays, car on sait qu'avec de la croissance, on peut voter plus de recettes et finalement réduire la dette publique. Même si le gouvernement sud-africain compte sur les impôts pour atteindre ce niveau, le ministre des Finances du pays reconnaît qu'un système fiscal trop pesant sur les entreprises et les ménages, dans le contexte actuel, pourrait avoir un effet contre-productif. Dans un rapport publié en 2019, l'Institute of International Finance a indiqué que la dette publique sud-africaine pourrait grimper à 95% du produit intérieur brut d'ici 2024. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.